Sixième épisode, volumen Philweten 6, 5. Le convoi était reparti, me laissant seul parmi les barbares. Fixé par des dizaines de regards durs et suspicieux, je me sentais comme un martyr cerné par les fauves au centre de l'arène. Le plus hostile était certainement celui de Margit, qui ne faisait aucun effort pour dissimuler le mépris que je lui inspirais. Elle avait les épaules larges et les mains puissantes de quelqu'un qui, très jeune, avait connu le dur travail de la terre. Néanmoins, sa façon de s'exprimer et son aisance dans les langues étrangères me soufflaient que la jeune femme avait malgré tout reçu une éducation. J'étais curieux d'en apprendre plus sur elle et surtout de connaître son rôle dans cette affaire, mais je savais qu'il me faudrait des trésors de patience pour arriver à l'amadouer. Je décidai d'essayer une approche indirecte et lui proposai de partager un morceau de la galette à la farine d'avoine que j'avais emporté dans ma musette. « Je ne t'aime pas, moine, me dit-elle sans embâche, en prenant malgré tout la pitance que je lui tendais. Même si je ne m'attendais pas à une telle franchise, je n'en laissais rien paraître. « C'est moi en particulier que tu n'aimes pas, ou c'est le fait que je sois moine qui te dérange ? Ce qui me dérange, c'est surtout de devoir converser avec toi. Je m'étais juré de ne plus avoir de relation d'aucune sorte avec ceux de ton espèce, et me voici contrainte de jouer les chaperons. Si j'avais eu mon mot à dire, tu aurais aussi bien pu aller rôtir en enfer. » Constatant que mon approche subtile venait d'échouer lamentablement, je tentai un contre-pied. « Tu sais, moi non plus, je ne suis pas enchanté de me retrouver ici. Si j'ai accepté cette mission, c'est uniquement pour éviter que le sang ne se répande une fois de plus sur cette terre qui en est gorgée. Puisque nous voulons écourter l'un comme l'autre cette collaboration forcée, autant commencer dès maintenant les investigations. Veux-tu bien me montrer l'endroit où a eu lieu le vol, s'il te plaît ? Il faut bien débuter quelque part. » Margit se mordit la lèvre, probablement pour refouler une réplique acerbe, puis considérant sans doute que c'était la meilleure chose à faire, elle me guida à travers le dédale des tentes jusqu'à l'autre bout du camp. « C'est celle-ci, » me dit-elle en désignant un abri composé d'une toile tendue sur une traverse de bois, reposant elle-même sur deux châssis triangulaires. Sous la toile se trouvait un matelas de paille posé à même le sol. Rien ne paraissait anormal, hormis la tache sombre qui s'étalait devant la tente et qui avait un peu éclaboussé les bords du tissu. « C'est tout » m'exclamai-je. « Et où était entreposé l'objet ? Dans une caisse ? Dans un coffre ?» ?»« Nous n'avons rien touché, » répondit Margit. « Seul le corps du malheureux Vimoun a été emmené dans la tente funéraire. »« Tu veux dire que l'objet était simplement posé sur cette paillasse, à la vue de tous ? » ?»« Non, l'objet était bel et bien dissimulé, et si t'es aussi malin que ton habile prétend, tu devrais réussir à deviner où. »« Dans le matelas, bien évidemment, répondis-je, en découvrant la couture éventrée. L'idée n'était pas mauvaise, mais un coffre, même vide, aurait été plus sûr pour faire diversion. Mais faisons une pause dans cette enquête, veux-tu ? La véritable énigme, pour moi, réside dans la nature de l'objet qui a été dérobé. Je sais que c'est un lingot de métal, mais je ne connais ni son origine, ni la raison de sa valeur. Cela m'aiderait beaucoup, si tu voulais bien m'en dire plus sur sa nature, et surtout sur la manière dont vous avez été embarqué dans cette aventure. » Margit se renfrogna, puis lâchant un long soupir, elle se laissa tomber sur une souche. « Tu ne sais vraiment rien de cette relique ? » me demanda-t-elle d'un air méfiant. « Rien du tout, je t'assure, rétorquai-je. Je n'ai appris son existence que lorsque vous êtes arrivé ici. »« Alors soit, je vais te raconter ce que je sais. » Elle inspira profondément, se cala le dos, parut rassembler ses souvenirs, puis attaqua son récit. « Il y a de ça quelques mois, nous avons débarqué près d'un monastère, dans le but, tu t'en doutes, de le piller. Hélas, il était si pauvre que nous n'y avons trouvé que quelques moines trop miteux pour faire des proies intéressantes. Ah, ça n'arrangeait pas nos affaires, et en particulier celle de Gudrodr, dont l'autorité est régulièrement contestée par Falky, que tu as vu tout à l'heure. Faut que tu saches que, chez les guerriers du Nord, les chefs d'expédition sont nommés par leurs hommes. On élit le plus compétent et pas forcément celui qui a les plus beaux atours. Mais voilà, même s'il est aimé de ses hommes, Gudrodr a fait quelques mauvais choix l'année passée, et pour couronner le tout, une tempête a emporté l'un de nos navires avec tout son équipage au printemps dernier. Selon Falky, qui est toujours à l'affût du moindre signe de faiblesse chez notre chef, c'était la preuve que les dieux commençaient à se détourner de nous parce que nous n'avions pas assez combattu. Gudrodr, il est vrai, préfère la ruse à l'affrontement. D'ailleurs, il dit souvent à ses hommes qu'ils pourront toujours se battre jusqu'à la nuit des temps, une fois sur les champs d'Idavol. Mais qu'en attendant, c'est de ce côté-ci du monde qu'il a besoin de leur talent. Tout cela est fort intéressant, la coupai-je, mais cela ne m'apprend pas grand-chose sur notre affaire. Patience, j'y viens, grogna-t-elle. À vous autres, les tonsurés, vous n'êtes décidément pas capables d'écouter en silence d'autres histoires que celles qui sortent de vos futus manuscrits. Donc, nous voilà dans ce monastère, et plutôt que de torturer les moines pour savoir s'ils ne dissimulent pas un peu d'argenterie quelque part, Gudrodr décide
d'en envoyer la moitié en émissaire pour faire savoir à un seigneur de guerre, n'importe lequel, qu'une petite armée de Morlériennes propose ses services à celui qui paiera le mieux. Bien sûr, comme il n'est pas idiot, il a gardé l'autre moitié des religieux comme otages. Une semaine plus tard, l'inconnu encapuchonné se présente avec sa meute de soldats et Yarnock nous confie qu'une puissante famille bretonne recherche pour son compte une relique extrêmement précieuse. Le dernier possesseur connu en est un moine dénommé Gerfred, mais il est mort et enterré dans le monastère de Sanctus Florentius de Glona sur les bords de la Ligéria. Yarnock nous apprend également qu'une première expédition menée par Nominoé lui-même a échoué à retrouver cette tombe. Comme le monastère se trouve en terre franque, juste de l'autre côté de la frontière des territoires concédés il y a peu de temps à la Bretagne, il est désormais impossible aux Bretons de s'y rendre sans attirer l'attention. Selon Yarnock, notre commanditaire cherchait depuis des années un moyen pour monter discrètement une expédition, et c'est la proposition de Gunrod qui lui a donné cette idée lumineuse. Quoi de mieux pour écarter les soupçons que d'envoyer des pilleurs de monastères pour piller un monastère au grand jour. L'encapuchonné nous donna 2 mois pour mener à bien notre mission, nous promettant une somme d'argent à la hauteur des risques encourus. Le coup était hasardeux, mais Gunrod décida d'accepter le marché. Et une fois à Sanctus Florentius, avez-vous trouvé facilement ce que vous cherchiez ? Oh non, tu penses bien que personne n'allait nous faciliter la tâche. Il a fallu être persuasif. Dis donc, leur abbé est une sacrée tête de mule, et il a longtemps prétendu ne pas connaître le fameux Gerfred. Mais il est devenu plus raisonnable lorsqu'il a fait la connaissance de Falky. Ah, ce gars-là ferait parler les morts. Le pauvre Didon a fini par cracher le morceau, en plus de quelques dents. C'est ainsi que nous avons appris que Gerfred, pour brouiller les pistes, s'était réfugié au monastère de Glanafolium, situé plus loin sur la Ligéria. C'est là que nous avons trouvé son tombeau, avec le trésor qu'il renfermait. Passionnant, soufflai-je. Mais une question me taraude cependant. Comment avez-vous su où chercher ? Selon Yarnock, Gerfred avait fui les puissants désireux de lui reprendre l'objet, mais il entretenait malgré tout une correspondance avec un de ses frères, resté en Bretagne, et en qui il avait une confiance absolue. Dans l'une de ses missives, il se disait prêt à tout pour éviter que l'objet ne tombe entre des mains au noir dessein, et qu'il emporterait dans la tombe le lieu de sa cachette. Les hommes du Nord sont pragmatiques, ils ont pris cette phrase au sens littéral, voilà tout. En revanche, je ne sais toujours pas comment l'encapuchonné a eu connaissance de ces lettres, ni qui les recevait. Tu en as une idée, toi, le moine ? J'en ai bien peur, entendis-je lui répondre. Erispoï. Ne jamais faire confiance à ces maudits hommes du Nord. Voilà un précepte qu'il me faudra à l'avenir tâcher de ne plus oublier. À maintes reprises, mon père, Nominoé, me l'avait pourtant enseigné. Timeo Danaos et Dona Ferrantes. Voilà ce qu'il me rabâchait dès qu'une délégation amie ou ennemie se présentait à lui. Secrètement, je me moquais de sa méfiance maladive et de sa propension à voir partout des traîtrises qui ne survenaient jamais. Et comme l'enfant qui ne craint pas le feu avant d'en avoir goûté la morsure, je me suis cru plus malin que celui qui parlait d'expérience. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi la première des priorités doit être de se méfier de ses alliés, surtout lorsque ceux-ci se sont élevés au rang de maîtres de la forfaiture, et dire que j'avais toutes les clés de la victoire dans le creux de mes mains. Il y a quelques semaines, un mystérieux messager s'est présenté avec les informations que je cherchais depuis si longtemps. J'allais enfin pouvoir mener à son terme la quête entreprise bien des années plus tôt par mon père, une quête insensée qui l'a épuisé, qui a affaibli son cœur, au point que celui-ci s'est arrêté brusquement de battre devant les murs de Vindocino, voici 2 années déjà. Le messager en question était formel. La relique que nous recherchions désespérément avait été retrouvée par une troupe de mercenaires païens missionnés par mon cousin Salin. J'avais appris que ce dernier complotait dans l'ombre et voyait d'un mauvais œil mes tentatives de rapprochement avec la couronne franque. Ah, si seulement il avait su. Mais il était désormais trop tard pour faire volte-face. Je savais que c'était l'ambition qui le motivait, alors que, pour ma part, j'avais des desseins beaucoup plus nobles. Quoi qu'il en soit, la priorité, pour l'heure, était de récupérer cette relique. Sans attendre un seul jour, je me suis précipité avec mon armée jusqu'à la ville de Namétis pour y barrer la route aux navires ennemis, hélas. J'avais bien peu d'espoir. Nous n'avions que quelques vieux bateaux trop lourds et bien peu manœuvrables à leur opposer. Les navires des Morlériennes, les pennaires comme nous les appelons, sont d'une autre facture. À croire que c'est le malin lui-même qui guide la main des charpentiers du Nord. Comment allions-nous faire pour stopper leur avancée ? La Providence répondit à ma demande lorsqu'une autre flotte barbare se présenta à l'embouchure de la Ligéria. Elle était commandée par un certain Cydric qui demandait très vite à me rencontrer. Il nous fallut peu de temps pour conclure un marché. S'il nous aidait à anéantir les pennaires adverses, nous lui laisserions le butin qu'il transportait.
Seul nous importait un objet que je qualifiais de religieux pour ne pas attirer sur lui la convoitise de ses pillards. Libre ensuite à eux d'aller visiter l'intérieur des terres, tant qu'elles n'appartenaient pas aux Bretons. Cédric, comme tous les Morlériennes, connaissait parfaitement les enjeux politiques des territoires sur lesquels il avait jeté son dévolu, et il vit là l'occasion de faire main basse sur des richesses à moindre frais, jouant de notre rivalité avec les Francs. Mais l'animal était encore infiniment plus retors que je ne le pensais. Pourtant, tout se passa d'abord comme prévu. Notre nouvel allié réussit à barrer le passage à l'ennemi, le forçant à se retrancher sur une île au milieu du fleuve. Le siège dura plusieurs jours. Je laissais prudemment les païens s'étriper entre eux. J'étais à ce moment-là persuadé d'avoir fait une bonne affaire, pensant récupérer sans coup férir ce que je convoitais depuis si longtemps. Hélas, au matin du 3e jour, tous les Morlériennes s'étaient égayés dans la nature. Chaque camp était reparti de son côté. Ils avaient dû profiter de la nuit pour s'allier sur notre dos. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'avaler l'affront. J'ai même bu la coupe jusqu'à la lie lorsqu'il me fallut expliquer à mes hommes que c'était moi-même qui avais ourdi ce plan remarquable. Comme je ne peux m'offrir le luxe de perdre la face devant mon armée, ma honte s'est peu à peu transformée en colère. Quelqu'un va devoir payer. J'ai donc rassemblé mes hommes pour marcher vers l'ouest. Il est grand temps d'aller demander des comptes. Mais alors que nous nous apprêtions à quitter la ville, mon mystérieux messager refit son apparition. Tout n'est pas peut-être